ça va être le premier épisode d'une série de petits sujets que je vais faire comme ça, sur les peintres russes réalistes et l'école des ambulants. En fait, c'est une clique de peintres russes qui est partie en mode sécession contre l'académie et tout, et qui se sont mis à traverser la Russie pour faire des portraits de gens normaux, de nature et tout, genre le contraire de ce qu'on leur apprenait à faire. Donc c'est un mouvement révolutionnaire dans l'art en général, quoi, le réalisme. On avait parlé de Ivan Chichkine, le peintre des forêts. Et donc c'est un portrait de Chichkine par l'homme dont on va parler aujourd'hui, la tête pensante du mouvement, qui est Ivan Kramskoï. Le voilà en mode autoportrait. Alors il est dans le mal, il est un peu déprimé, d'accord, bon. Il a la même barbichette que moi, va peut-être aller 2-3 mois de plus. C'est le leader de ce mouvement de sécessionnistes russes qui vont quitter l'académie pour se mettre à peindre le peuple. Ça c'est un portrait qu'il a fait de sa fille. Et c'est pas absolument dingue. C'est un des tableaux où il met le plus de détails dans l'expression, quoi. Mais bon voilà, lui c'est plus un portraitiste. Emmené par un Ivan Kramskoï déterminé, une quinzaine d'étudiants refusa en effet de concourir et se regroupa en artèle, inspiré par les phalanstères de Charles Fourier. Kramskoï en devint la conscience morale et l'ambassadeur. Son œuvre la plus fameuse, Le Christ dans le désert, je n'ai pas souvenir d'une tentative aussi introspective et réussie, des sentiments, des doutes ou des désirs qui pouvaient agiter l'être humain Jésus-Christ. Le fait de peindre le Christ en chien dans sa traversée du désert, où il réfléchit si vraiment il est pas sûr que Dieu existe, tu vois. C'est ça qui va mettre les itinérants dans la merde un petit peu face au pouvoir. Matérialisme-dialectique.com, évidemment, les seuls qui parlent de ça, la peinture des ambulants russes et la société des expositions itinérantes. Et là, il va y avoir quelques extraits des peintures de ces gars, beaucoup plus parlantes que toutes les petites vidéos de commentateurs de peintres bourgeois. Les artistes étaient tournés vers le peuple, vers sa réalité, et à ce titre, l'Artel participa à une exposition à Nijni Novgorod, dans sa volonté de diffuser sa manière de voir les choses. C'est le contraire de ce qui se faisait à l'époque en Europe de l'Ouest. Hein. Regarde par exemple, en France en ce moment-là, c'est quoi? C'est l'époque des Van Gogh et tout, c'est l'époque des trucs romantiques, quoi. Une conception aussi puissante ne pouvait qu'avancer malgré les détours. Aussi, une nouvelle association d'entraide apparue en 1870, fondée par Ivan Kramskoï. L'idée était brillante. Les expositions collectives se tinrent chaque année à Saint-Pétersbourg et Moscou à partir de 1871, étaient réitérées dans les autres villes importantes, Kiev et Kharkov tout d'abord, puis ensuite des villes comme Toula, Saratov, Yaroslav, etc. etc. Les œuvres peintes devaient être spécifiquement pour une exposition. Dans cette logique, les peintres assumèrent comme identité le terme itinérant, qu'on traduit également par ambulant. La Société des expositions itinérantes existait alors de 70 à 1923, réalisant 48 expositions itinérantes au total. Et voilà. C'est là où ils décident de sortir carrément du cercle habituel du réseau des artistes du tsar et aller peindre le peuple et le montrer au peuple. Le succès fut énorme, à l'opposé de l'Artel, né d'un coup de force des 14 à l'Académie. Cette fois les peintres étaient connus, leur conception limpide, leur initiative parfaitement lisible. L'organisation était beaucoup plus rodée. On ne pouvait rejoindre l'association qu'à l'issue d'un vote une fois par an, avec présentation d'une œuvre. Alors celui-là, je pense qu'il est trop pixelisé et que l'original est bien mieux que ça. Le mouvement semblait même tellement irrésistible que l'Académie dut tenter de converger avec la Société des expositions itinérantes, avec les ambulants. La première exposition de la Société eut ainsi lieu à l'Académie elle-même, avec 46 tableaux. Ils ont carrément débordé l'Académie. Hors de question par contre pour l'Académie d'accepter que les itinérants choisissent leurs propres œuvres ou les présentent en toute indépendance, à l'exposition universelle de Londres en 1973 ou à l'exposition Pan-Russe Art Industrie de 1880 à Moscou. Lors de cette dernière exposition, l'Académie fait exprès de disperser les 100 œuvres des itinérants parmi 428 exemples d'art officiel, avec les thèmes religieux, classiques, méditerranéens. Ok, donc ils essaient de diluer un mouvement qui est quand même grave fort. À Kiev, Mykola Murashko fonde ainsi une école de dessin dans l'esprit des itinérants. On a ainsi un conflit clair entre la monarchie absolue exigeant d'intégrer les itinérants et la bourgeoisie soutenant leur démarche. Ok, donc c'est la lutte des classes mais de l'époque, c'est-à-dire pas celle d'aujourd'hui qu'on a entre bourgeoisie et prolétariat, mais encore celle de la monarchie absolue, l'aristocratie et la bourgeoisie qui à l'époque, au moment de la féodalité, et la classe révolutionnaire, et qui soutiennent les itinérants. Finalement, l'Académie mit fin aux expositions itinérantes dans ses locaux, interdit ses étudiants d'avoir des liens avec l'association, alors que la ville de Saint-Pétersbourg fit toute une série de sabotages administratifs pour les empêcher de construire un bâtiment qui leur serait dédié. Une répression fut effectuée sur les expressions favorables aux itinérants. La revue Nouveau Temps dut cesser la publication de l'essai de Kramskoï, La destinée de l'art russe. Une société des expositions artistiques fondée en 1875 fut également fondée par l'Académie comme sas pour retourner les itinérants et les intégrer. Quant à la maison impériale, bien sûr, elle cessa l'achat d'œuvres auprès des itinérants. Ah d'accord, ils essaient vraiment de faire un blackout sur eux.
le peintre qui illustrait l'article là, lui il faisait plutôt des grandes scènes avec des foules, et on va parler de lui dans quelques semaines, c'est sûr. Lui et Repin, ils font beaucoup ça. Mais Kramskoy, lui, il rentre dans les maisons, il fait des portraits des habitants, il fait le portrait d'un paysan, d'un bûcheron. Là, par exemple, il va sur le travail des gens. C'est quoi? C'est les Smiths. Alors, Smiths, c'est quoi? C'est les forgerons. Et donc, mais faut aussi savoir, hein, on est en 2023, c'est facile de dire ouais, bon bah ok, qu'est-ce que ça va être génial. Ça se faisait pas du tout à l'époque. C'était révolutionnaire d'aller peindre le peuple avec le même détail que t'accordes à ces mecs. Le même détail que des portraitistes sont censés accorder au roi, vous voyez le genre de truc de Kramskoy, ça c'est sa spécialité, des portraits comme ça. Ça c'est un de ses trucs les plus connus. Le bûcheron, c'est un peu plus flou le reste, et il a tout concentré sur le regard d'acier du gars. Ce mec est aussi connu que Alexandre II, le tsar de Russie, quoi. La première vague de la peinture des ambulants russes. Les itinérants ont réussi, en se rebellant, à forcer que ce soit accepté de peindre des scènes de la vie quotidienne, quoi. Genre, ils ont changé le game. Il faut aussi souligner le rôle d'Ivan Nikolaïevitch Kramskoy, le mec dont on parle enfin depuis le début, dont je vous montre quelques tableaux, qui a joué le rôle moteur dans la révolte des 14, puis dans l'Artel qui fut créé, collectif d'artistes. De 1863 à 68, il enseignait à l'école de dessin de la Société d'encouragement des artistes et chercha à tout prix à ce que les artistes réalistes ne se fassent pas happer par le régime. Et lorsqu'en 1869 l'Académie le nomma académicien, il écrivit une lettre pour que ce soit annulé, ce qui ne fut pas fait. C'était là une contradiction évidente dans sa nouvelle situation, d'autant plus douloureuse que pour lui, qui fut à la tête de la révolte des 14. Ils sont dragués à fond par l'Académie, surtout les boss de ce mouvement, et Kramskoy aussi va se retrouver à faire aussi des peintures pour le tsar, quoi. Il faut noter également ses portraits. Moi c'est surtout pour ça que je le connais, hein. L'inconsolable chagrin pour moi, c'est une des œuvres majeures, mais on le verra plus tard. Là, c'est vraiment pixelisé, c'est à plat, mais ce truc-là, je mettrais des millions de dollars pour l'avoir. Une des peintures russes les plus connues, l'inconnu de Kramskoy. Et donc, alors, scandale à l'époque, je sais pas, parce que certains disent oui, mais c'est une prostituée, c'est indigne de peindre des gens comme ça. Et lui dit, certains ont dit qu'on ne savait pas qui était cette femme. Est-elle décente ou se vante-t-elle? Mais il précise cependant, en elle se trouve toute une époque. Nikolaïevitch Kramskoy fut un combattant inlassable en faveur du réalisme et de l'autonomie des artistes face au régime. Le peintre Ilya Repin lui dira ainsi « Tu es vite devenu le dirigeant du groupe de jeunes, le plus doué et les plus instruits de l'Académie des Beaux-Arts. Avec une énergie gigantesque, tu as fondé l'une après l'autre 2 associations artistiques. Tu renversas irrévocablement des sommités classiques vétustes et fis respecter et aimer la création artistique de notre pays. » Vous l'avez compris, lui c'est un peu le maître à penser du truc, il chapeaute un peu le mouvement, c'était la tête des 14 rebelles de l'Académie qui sont barrés pour créer cette école d'itinérants qui part peindre le peuple. Mais la semaine prochaine ou la semaine d'après, on fera Repin. 1 week later. La peinture la plus connue d'Ukraine, c'est Ilya Repin, les Cosaques, et celui-là il est énorme, vous allez voir. Là c'est le scribe, le seul mec qui sait écrire de la bande. Il note ce que les Cosaques lui disent d'écrire au sultan, et checker le gars avec la mèche, là il est pété de rire. Et tout le monde a envie de rajouter son insulte pour dire le